1,4 million de vues pour une vidéo d'un médecin qui explique que travailler les triceps aide à réduire le diabète et la masse grasse, a priori il y a de quoi s'arracher les cheveux. Mais vérifions quand même la vidéo pour voir si ça a du sens. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'incroyable, c'est le triceps. En fait il se trouve que les chercheurs du Centre européen de recherche sur le diabète à Strasbourg ont découvert que ce muscle ne brûle que du sucre. Les triceps brûlent que du sucre, alors ça on en apprend tous les jours. Mais... Tous les gens qui sont prédiabétiques, diabétiques, en surpoids, voire obèses, bénéficient de faire marcher ce petit muscle qui est souvent un peu le laissé pour compte. Hein. Souvent on montre son muscle là, son biceps. C'est vrai qu'on préfère flex le biceps que le triceps. Alors c'est assez intéressant parce qu'en réalité il a pas tort, mais sa justification pourrait être appliquée à presque tous les groupes musculaires il me semble. Cette vidéo en réalité je l'avais déjà vue et j'avais fait ma petite recherche pour savoir d'où ça sortait son conseil. Et ce qu'il dit en fait ça sort d'une étude qui comparait le substrat énergétique utilisé en priorité entre les triceps et les mollets. Et on a découvert dans cette étude qu'effectivement, les triceps utilisaient plus de glucides que les mollets. Et dans l'étude, il n'y a eu que les deux groupes musculaires qui ont été comparés. On peut partir du principe qu'il y a beaucoup d'autres groupes musculaires qui utilisent en priorité le glucose comme substrat énergétique. Donc ce qu'il dit, c'est vrai, mais incomplet, mais ça ne veut pas dire que vous allez devoir transformer toutes vos séances de musculation en extension triceps et en dips pour espérer perdre plus de gras ou utiliser plus de glucose. Donc, allez-y, abusez de vos triceps. Non, n'abusez pas. N'abusez pas de vos triceps si vous voulez pas vous retrouver avec une vieille tendinite. Ceci dit, j'imagine que son conseil est plutôt destiné aux personnes qui sont sédentaires et qui n'ont pas un programme de musculation parfaitement organisé grâce aux conseils de ma chaîne. Donc si vous faites de la muscu 4-5 fois par semaine, aucun besoin d'abuser ses triceps comme il nous le dit. Imaginez qu'Internet, ça regorge de conseils d'experts qui des fois sont à côté de la plaque ou un peu à complet. Mais je vais pas être mauvaise langue. Donc on va analyser les vidéos en question et voir si jamais il y a des conseils intéressants à en retirer ou pas. Il y a un truc que j'entends tout le temps, c'est j'ai pas faim le matin. J'ai pas faim le matin, j'ai jamais faim le matin. C'est peut-être que t'es stressé chroniquement. Parce qu'en fait, le cortisol, c'est une hormone qui est, donc l'hormone du stress, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Jusque-là, on est d'accord. Elle va te couper la faim si tu sécrètes trop de cortisol. Donc, tu n'as pas faim le matin. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas faim que tu n'as pas besoin. Alors là, je sais pas à quel point on va pouvoir estimer mon taux de désaccord. Si t'as pas faim le matin, c'est parce que tu sécrètes trop de cortisol qui est une hormone hypoglycémiante. Déjà, c'est normal de sécréter du cortisol le matin. Vous savez que les sécrétions de cortisol répondent à un rythme circadien, pas que, hein. Elles peuvent être influencées aussi par l'environnement, mais c'est tout à fait normal que le pic de cortisol, le plus haut d'ailleurs dans la journée, il se trouve le matin, je crois que c'est entre 7h et 8h du matin. La sécrétion de cette hormone à ce moment-là nous permet d'être dans les meilleures conditions pour attaquer tous les défis de la journée. Donc on veut être stressé à ce moment-là. Au contraire du soir par exemple, où on veut que les sécrétions de cortisol soient les plus basses possibles pour que le rythme cardiaque puisse descendre, pour que la température corporelle puisse descendre et qu'on puisse s'endormir le plus rapidement possible. Donc, je suis totalement en désaccord. Des sécrétions de cortisol le matin, c'est pas un mauvais signe. Et si on n'a pas faim le matin, c'est pas ça qui sera annonciateur ou révélateur d'un taux de stress trop élevé. Encore une fois, j'ai jamais faim le matin, je ne mange que très rarement. Pour l'instant, je me porte bien. Et vous me connaissez, je suis très attentif à la notion de stress et de récupération. Donc si jusque-là, il y aurait eu un problème, j'aurais changé mon mode de vie en conséquence. Donc, je suis pas du tout d'accord. Si vous n'avez pas faim le matin, ne vous forcez pas à manger le matin et vos sécrétions de cortisol les quelques minutes après le réveil sont totalement indispensables à ce que vous puissiez passer une bonne journée. Et si je vous disais que ce n'est pas le gras qui nous rend gras? J'aime trop ces réels qui commencent comme ça, avec des questions, tu vois, pour bien nous interpeller. Ah, c'est pas le gras qui nous rend gras? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il va dire le sucre. Eh bien oui, ce n'est pas le gras qui nous rend gras, c'est le sucre. Allez, c'est bon. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, on se retrouve pour d'autres conseils bientôt. S'il nous parle d'insuline, je quitte la vidéo. Lorsqu'il y a une trop grande quantité de sucre qui arrive dans notre sang, le pancréas va sécréter de l'insuline. Allez, c'est bon, on quitte la vidéo, c'était sûr et certain. On sait qu'en 2030, il y aura 35% de la population mondiale qui sera obèse, 40% des enfants. Ça par contre c'est vrai et c'est chaud, c'est une épidémie et il faut faire quelque chose. Est-ce que la solution c'est de ne plus manger de sucre? Il y a un régime en particulier. S'il te plaît, pas le régime cétogène, ne me parle pas de cétone, s'il te plaît. Donc il faut arrêter le sucre et en arrêtant le sucre et les féculents pendant quelques semaines, vous allez stimuler la production de corps cétoniques. J'aurais pu écrire le script de ce réel, c'était tellement prévisible. Donc si vous voulez perdre 4, 5, 10, 15, 20, 30 kilos d'ici l'été, 30 kilos d'ici l'été. Vous savez ce qu'il faut faire. Un régime cétogène. Aïe, 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 aïe. Il aurait pu mettre jeûne intermittent à la place, que ça m'aurait pas surpris avec la prétention que ce genre de régime va résoudre l'épidémie d'obésité mondiale. Ceci dit, pour nuancer le truc,
En réalité, il n'a pas tort dans tout ce qu'il dit. Le régime cétogène peut être efficace pour perdre du gras. Effectivement, la proportion de personnes obèses augmente d'année en année et ça, c'est absolument alarmant. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est pas le sucre qui rend gras. Je vous retrouverai l'étude d'une méta-analyse, je vous mettrai la référence dans la description, qui compare justement un régime isocalorique, c'est-à-dire le même nombre de calories, et on trouve que à calories égales, en fait, il n'y a aucune différence entre un régime où il y a pas mal de glucides et un régime où il y a pas mal de lipides. Donc ce qui fait grossir, c'est pas le sucre. Ce qui fait grossir, ça a toujours été le surplus calorique. Ceci dit, c'est pas une mauvaise idée d'encourager les gens à manger moins de sucre, surtout les personnes sédentaires. Mais personnellement, je suis plus d'avis d'encourager les gens à faire plus de sport, parce qu'on sait que le sport, ça a une influence directe sur l'espérance de vie, la qualité de vie, la réduction de virtuellement toutes les maladies. Et c'est plus simple de se mettre au sport sans psychoter sur sa consommation de sucre, plutôt que de psychoter sur sa consommation de sucre et de ne pas se mettre au sport. En tout cas, ça aura une influence plus positive sur la santé. Donc clairement, on n'est pas en désaccord, mais je l'aurais totalement formulé d'une autre façon. Et si vous vous posez encore la question, non, le régime cétogène n'est pas supérieur pour la perte de gras, le jeûne intermittent n'est pas supérieur pour la perte de gras, c'est juste qu'ils vont peut-être vous aider plus facilement à être en déficit calorique, mais il ne faut pas mettre tous vos espoirs avant l'été surtout pour perdre du gras avec ce genre de régime. Déficit calorique, de la muscu, on saupoudre d'un peu de cardio éventuellement, et on est déjà bien pour perdre du gras. Et Cathy, je peux te déranger 2 minutes? Oui, bien sûr. Coucou, Steph. Alors, tu vois, j'aimerais bien perdre un peu de poids pour cet été. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Ah, tu veux travailler ton body summer. On va y aller par étapes, Stéphanie. Stéphanie, on va y aller par étapes. Le level de cringe déjà de ce réel, attendons, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Cette année, j'ai vraiment un coup de cœur pour un nouveau produit qui est la tisane B-Slim. Nouveau produit, oui et non, parce qu'elle contient uniquement de la mauve crépue qui agit sur le transit, sur le ventre plat, la détox et surtout qui va permettre d'éliminer tout ce qui est graisse résiduelle. Bon, la tisane B-Slim, elle contient de la mauve crépue. C'est ce genre de recette miracle. On y est confronté depuis littéralement des décennies dans le monde du sport, mais même pas que dans le monde du sport, hein, ça existe virtuellement depuis que la perte de gras existe. Alors peut-être que c'est anodin et que ça ne vous fera pas de mal de consommer ce genre de tisane, mais le problème c'est que comme c'est vendu, il y a littéralement des personnes qui vont mettre tout leur espoir dedans. Dans une tisane, il n'y a qu'une seule chose qui vous fera perdre du gras, c'est le déficit calorique. Donc la mauve crépue, la mauve pas crépue, la tisane ou pas la tisane, le B-Slim, c'est non. C'est extraordinaire le café. Oh, Dr Jimmy Mohamed, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? De ne pas trop cuire ses pâtes pour éviter que l'index... Ah putain, je l'ai raté. Je l'ai raté. Une étude incroyable, 1 300 000 personnes inclus. Énorme étude. On s'est rendu compte que Fantastique, ceux ça. qui vont boire entre 3 et 5 tasses de café par jour ont 14% de risque en moins de faire une maladie cardiovasculaire. Après, c'est pas méconnu. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient au courant que le café comme le thé avait des bienfaits antioxydants qui permettraient d'améliorer sa santé. Donc pour l'instant, on n'est pas surpris. C'est quasiment un antioxydant à lui tout seul, juste par l'effet de la caféine. Ce que je disais, Et on s'est rendu antioxydants. compte que ça avait une action aussi, notamment sur le cerveau. Il y a des études qui sont en cours sur le lien entre caféine et maladie d'Alzheimer. Donc finalement, le café, qui est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde, eh bien, elle est bonne pour notre santé et on aurait plutôt intérêt à boire du café que n'importe quelle autre boisson, en dehors de l'eau évidemment. Ça, c'est passionnant comme sujet, hein, de voir à quel point... Alors, c'est bizarre parce que le café est autant diabolisé que recommandé. Et on pourrait croire que c'est quelque chose que je déconseille parce que j'ai parlé beaucoup de fois de la caféine et du fait que c'était pas une bonne idée de prendre du café dès le matin, au réveil. Faut juste être conscient de cette petite notice d'utilisation. Et par contre, n'oubliez pas que c'est pas la caféine en tant que telle qui est bonne pour la santé, que commencez pas à vous ruer sur un pré-workout en vous disant « Ah, il y a de la caféine, c'est bon pour moi ». C'est le café en lui-même, plus les antioxydants qu'il contient. Donc 5 à 6 tasses de café, ça me paraît un petit peu excessif. Parce que si jamais on fait la conversion en caféine, et on part du principe que dans une tasse de café, il y a à peu près 30 mg, je crois, de caféine, ça nous fait entre 150 et 180 mg de caféine par jour. Non, en fait, ça va. Mais ne le prenez pas le matin au réveil. Attendez à peu près 90 minutes après vous être réveillé pour consommer votre première tasse de café et évitez d'en boire trop tard le soir pour que ça n'ait pas une mauvaise incidence sur votre sommeil. Mais en dehors de ça, café et thé, à condition qu'ils soient de bonne qualité, c'est des boissons super pour la santé. Cette fois-ci, le Dr Jimmy Mohamed nous a partagé un super conseil. Muscle is the organ of longevity. If you lose muscle as you age, you are going to be in a bad situation. I mean, we need muscle to get out of a chair. Yeah. You need muscle to perform daily life functions. C'est toujours hyper intéressant de voir des spécialistes et de plus en plus, hein, merci le format podcast parce que
Ces discussions-là, avant, elles n'étaient pas accessibles au grand public, entre guillemets. Et maintenant, on a littéralement des chercheurs, des experts dans certains domaines bien précis qui vont pouvoir nous partager des recommandations concrètes qu'on va pouvoir appliquer. Et aujourd'hui, on entend beaucoup les termes VO2 max, masse musculaire, réduction de la masse grasse. Et on a des spécialistes qui en parlent avec des justifications, des études scientifiques sous le bras. Et c'est vraiment une mine d'or pour adapter notre mode de vie et être en meilleure santé possible. So if you lose muscle, you don't have as many insulin receptors, which means you're now putting yourself in a more insulin resistant state, which means you have to stay on the medication forever to be able to stay at the weight you want because you don't have the same insulin sensitivity. Short-term result, long-term consequence. Traduction, la masse musculaire, ça reste encore l'un des meilleurs moyens d'être en bonne santé. On parle beaucoup du cardio à juste titre, hein. Ça reste le numéro 1, mais la masse musculaire, n'oubliez pas que c'est numéro 2. Le truc génial avec la masse musculaire, c'est que c'est pas juste joli, ça aide vraiment votre corps à fonctionner dans les meilleures conditions. Ici, on parle de la sensibilité à l'insuline, donc en conséquence, une meilleure utilisation des substrats énergétiques et sur le long terme, comme elle le dit, une meilleure santé. Donc je suis sûr que dans les années à venir, on verra encore plus de recommandations qui encouragent la population sédentaire à gagner un maximum de masse musculaire. Et c'est là que j'interviendrai avec mes merveilleux conseils sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si ces conseils vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous consommez une cuillère à soupe de cacao pur, au bout de 2 heures, vous aurez une augmentation de la microcirculation dans votre peau de 70% et de l'oxygénation de 80% de façon ponctuelle. Jusque-là, il a tout dit. On est d'accord, on est ensemble, je te serre la main virtuellement. Le cacao, c'est merveilleux. Consommez-en chaque jour durant 12 semaines et vous devriez voir une amélioration de la texture, de la densité et de l'hydratation de votre peau. Et devinez quoi, au bout de 24 semaines, vous pourriez constater une amélioration de l'apparence, des ridules et des rides de votre peau. Pensez bien à vous abonner si vous voulez savoir comment ralentir votre vieillissement par la science. Oui, pensez bien à vous abonner pour savoir comment réduire le vieillissement. Mais ceci dit, bah oui, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur les 5 aliments indispensables, et je parle du chocolat, avec le taux de cacao le plus élevé. Donc c'est clair que le cacao, c'est l'un des aliments avec le plus d'antioxydants qu'on connaisse, je crois, hein. Donc c'est pas quelque chose de surprenant qu'il y ait autant d'études scientifiques qui vantent ses mérites et qu'on recommande la consommation journalière de cacao. Donc vraiment, manger du chocolat avec le taux de cacao le plus élevé possible. Personnellement, je suis entre 80 et 90% de cacao dans mon chocolat. Si vous trouvez ça trop amer, commencez avec un taux de cacao un petit peu moins élevé et essayez de l'augmenter au fur et à mesure. Vous pouvez aussi tester de mettre du cacao pur dans votre prot. Ça peut être une merveilleuse façon de donner un petit peu de goût et puis d'en tirer encore un maximum de bénéfices. Une baguette, c'est à peu près 600 calories. Oh, Jean-Michel Cohen, qu'est-ce qu'il va nous dire? Sortez les pop-corn. Sortez les pop-corn parce qu'il y a probablement une dinguerie qui nous attend. Un homme doit consommer environ 2400 calories par jour. Et si on écoute les recommandations publiques, c'est-à-dire de santé publique, on doit consommer la moitié sous forme de sucre lent, dont le pain. Donc ça veut dire que la moitié de 2400, c'est 1200. Ça fait exactement 2 baguettes. Est-ce que les calculs sont bons, Jean-Michel? Qu'est-ce qu'il nous a dit alors? Un homme doit consommer 2400 calories par jour, soit, à condition qu'il fasse quand même une activité physique. 2400, ça me paraît un peu haut pour un homme sédentaire qui ferait 75 kg. Mais après, si c'est les recommandations, on va le croire. Et la moitié de son apport calorique doit venir de sucre lent, il nous a dit. On passera sur le terme sucre lent, mais ça me paraît un petit peu beaucoup, 50% de son apport calorique qui viendrait des glucides, surtout si c'est un homme sédentaire. Tout ce qui mange autour, en plus, c'est en trop alors. Oui, mais s'il n'y a pas de glucides lents dedans, c'est-à-dire s'il ne mange que du poisson, des légumes et des fruits, et bien avec 2 baguettes par jour, il est considéré comme étant dans les normes du PNNS. Ok, donc Jean-Michel Cohen vient de découvrir la diète flexible. Il nous raconte que si un mec consomme 2 baguettes par jour, du coup il a son apport en glucides pour la journée, et c'est ok à condition qu'il ne consomme que des protéines et des légumes sur le reste de ses repas. Donc en gros, c'est la définition de la diète flexible où on va remplir ses macronutriments avec les aliments qu'on a envie de consommer. Et vous savez que je suis plutôt partisan de la diète flexible, donc je suis plutôt d'accord. Attention, je suis plutôt d'accord. On va ajouter quelques nuances. Parce que je conseille à personne de casser tous ses glucides de la journée avec 2 baguettes de pain. Je pense qu'il y a de meilleurs choix alimentaires à faire et j'irai pas dans des extrêmes comme ceux-là où
l'unique source de glucides, c'est du pain blanc, donc du blé. Après, je suis tout à fait partisan de l'idée de consommer des aliments qui vous plaisent, et il n'y a aucun problème à consommer une petite quantité de pain, si jamais le reste de vos macronutriments sont bien mesurés sur la journée. J'ai cru qu'il allait nous dire une énormité bien plus grosse que celle-là, mais en fait, en soi, si on décrypte bien et si on lit entre les lignes, il n'a pas totalement tort. We don't need sugar for energy, we don't need sugar to live. Ah, les glucose goddess qui va encore nous dire que le sucre, c'est mauvais. Sugar is there for pleasure. In high doses, it's a toxin and it's quite bad for our health. Ok, trop intéressant. Alors, Glucose Goddess, c'est son pseudo, hein. C'est une Française, mais j'ai oublié son nom. Elle a fait un petit peu elle a construit sa notoriété sur, on va dire, la haine du sucre. J'ai rien à dire sur ça, mais à chaque fois qu'on l'entend intervenir sur des podcasts ou sur des vidéos ou sur des articles ou dans son livre, il y a une volonté de diaboliser le sucre. You should not have more than 25 grams of sugar per day if you're a woman, and no more than 36 grams of sugar per day if you're a man. If I'm gonna eat some sugar or drink some sugar during the day, I would much rather spend it on a delicious chocolate cake that I love or my favorite dessert instead of drinking it first thing in the morning. Je suis d'accord sur la fin de la vidéo. Elle a totalement raison. Je préfère moi aussi me faire plaisir avec un dessert ou quelque chose de plus savoureux plutôt que de boire mes calories, surtout mes glucides. Le sucre est inutile pour le corps. Ça, si vous êtes sédentaire, effectivement, j'aurais tendance à être 100% d'accord. Si vous êtes sédentaire, techniquement, il n'y a aucune raison de consommer du sucre. Après, pour les sportifs, c'est une autre histoire. Et je pense même que non seulement la consommation de sucre pour les sportifs, c'est quelque chose d'anodin, mais c'est même quelque chose de recommandé en fonction de la fréquence et de l'intensité des entraînements. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne 4, 5 fois par semaine, voire même tous les jours, ou peut-être même 2 fois par jour, comme c'est mon cas actuellement, non seulement la consommation de sucre, c'est quelque chose d'anodin, mais ça peut aider à la performance et ça peut aider à la récupération. Donc les quantités qu'elle a annoncées en début de vidéo, je crois 26 grammes pour les femmes et 35 grammes pour les hommes, il faut bien prendre en compte que c'est pour des personnes sédentaires. Personnellement, j'ai jamais trop calculé ma quantité de sucre, mais c'est sûr et certain qu'elle est au-dessus de 35 grammes, elle est au-dessus de 70 grammes, c'est sûr aussi, donc le double des recommandations. Mais après, je suis un cas particulier parce que je fais littéralement du sport presque toute la journée. Donc en fait, je m'attendais à ce qu'elle diabolise encore plus les glucides, ce qu'elle fait en général dans ses vidéos, mais tout ce qu'elle dit ici, c'est parfaitement sensé, et je suis complètement d'accord avec elle en fait. Pas de tomates, pas de fruits, pas de riz, pas de pâtes. Les réseaux sociaux sont devenus un véritable terrain de jeu pour les faux diététiciens. Les faux diététiciens. Bon, j'ai déjà vu cette vidéo. Mais je vais quand même y réagir parce qu'il y a des trucs de dingue à l'intérieur. Le diététicien, il fait des études sérieuses, un bachelier professionnalisant pendant 3 ans en école supérieure. Les jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux, ce sont des autodidactes, ce sont des escrocs. Ah, ce sont des autodidactes, donc ce sont des escrocs. Normal, elle a dit ça, Pascal, sans aucune pression. Et alors, est-ce que certaines de ces recettes pourraient fonctionner? On va en regarder une ou deux ensemble. Alors la première, c'est un petit déjeuner perte de poids. Déjà, il y a un problème dans l'énoncé de la vidéo. C'est un petit déjeuner perte de poids. Vous savez bien qu'il n'y a aucun repas qui peut être considéré comme un repas perte de poids. C'est l'ensemble des calories de la journée, voire même de la semaine, qui va vous permettre de déterminer si oui ou non vous êtes en déficit calorique et donc si vous perdrez du poids ou du gras. On prend une banane, on la hache grossièrement, on va rajouter un œuf, de la maïzena, un petit peu de levure chimique, de l'extrait de vanille. On mélange bien le tout et ensuite on va venir y rajouter quelques noix de cajou. On ne perd pas de poids en mangeant ça le matin. Si, on perd du poids en mangeant ça. Bien sûr qu'on peut perdre du poids en mangeant ça le matin. Pascal, soyons sérieux. Premièrement, on ne mange pas un œuf tous les jours, sauf si c'est un œuf enrichi en oméga 3, donc en acides gras. Pascal qui transpire quand elle voit mon petit déjeuner à base de 4 œufs. Non, je prends pas de petit déjeuner actuellement, mais plus d'un œuf par jour, c'est totalement anodin. Et je pense même que c'est bon pour la santé, si les œufs sont bien choisis. Les fruits oléagineux que l'on mange pour Là, elle parle des noix de cajou. N'entrent pas du tout dans la composition d'une perte de poids. Si, c'est pas parce que les oléagineux sont caloriques qu'ils peuvent pas rentrer dans une diète perte de poids. À condition que les autres repas de la journée et que les totaux en macronutriments et le total calorique sont bien respectés, il n'y a aucun problème à consommer des noix de cajou, des pistaches, des amandes, des noix. Au contraire, elles peuvent être bonnes pour la santé parce qu'il y a plein de minéraux qui sont intéressants. Et pour le cas des noix, par exemple, elles sont pleines d'oméga 3. Cette recette, elle est faite avec des flocons d'avoine, du lait végétal, des protéines en option, des bananes, des fraises, des framboises, du beurre de cacahuète et du sirop sans sucre. Jusque-là, moi, il n'y a rien qui me choque. Et puis en plus, j'aurais même tendance à dire que tous les aliments sont plutôt bien choisis. Et ça me paraît être quelque chose d'équilibré en termes de macronutriments. De nouveau, il y a la banane qui apporte quand même beaucoup d'énergie. Une banane qui pèse 90 grammes, ça apporte 90 calories d'énergie.
C'est pas ça qui va changer quelque chose à votre diète perte de gras. En tout cas, ça peut être totalement intégré à une diète perte de gras. Elle ne va pas perdre du poids en mangeant ça le matin, ou alors elle ne mange plus rien du reste de sa journée parce que son petit déjeuner est déjà quand même assez conséquent. Donc là, de nouveau, arnaque. Elle a dit ça, normal, arnaque. Non, non, c'est pas une arnaque. Bien sûr qu'on peut perdre du gras avec un petit déjeuner comme ça, qui est en plus pas si calorique que ça. Je connais pas les quantités qu'elle a utilisées, mais totalement ça peut être intégré à une diète perte de gras. Surtout si on est actif pendant la journée, si on fait du sport, ce que tout le monde devrait faire. C'est quand même assez intéressant de voir une diététicienne diplômée dire autant d'énormités et littéralement de traiter des gens d'arnaques alors que ce ne sont pas du tout des arnaques et que les conseils qu'ils partagent sont en réalité très cohérents. C'est fou qu'il y ait encore autant d'idées reçues sur la perte de gras alors que maintenant on devrait être beaucoup mieux informé. On sait comment perdre du poids, on sait comment perdre du gras, on sait dans quelles conditions il faut le faire et c'est triste de voir encore autant de personnes qui se laissent avoir par de tels raccourcis. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai lancé un guide spécial pour la perte de gras où j'explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Comment optimiser ses résultats grâce à une programmation d'entraînement qui est cohérente, comment organiser sa diète et quels aliments consommer pour être sûr d'être en déficit calorique et d'optimiser encore les résultats, en quoi le sommeil peut avoir une influence capitale sur votre progression et sur votre capacité à perdre du poids et du gras, comment envisager les choses en fonction de votre expérience, de votre fréquence d'entraînement, de votre sexe, en clair, tout ce qu'il y a à savoir sur la perte de gras. J'ai compilé tout ça dans un guide gratuit, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour le télécharger. Je suis sûr que ça vous aidera beaucoup et j'ai hâte que vous me partagiez votre progression grâce aux conseils que j'y donne. Ce genre de vidéos, elles sont super cool à faire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un épisode 2 avec tout ce qu'on croise sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater l'épisode 2 et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.